Une fois de plus, Gervais Bogassako, président de la FIDOP. Oui, merci beaucoup, cher ami Théophile Kouamouo. Je salue ma consoeur Pulchérie Balé et je l'encourage aussi pour tout ce qu'elle fait parce qu'en ce moment, elle est en Côte d'Ivoire. Écoutez, nous, je pense qu'on ne va pas se répéter. Tout ce que dit Pulchérie Edith Balé, je le prends en mon compte. Et puis, faire comprendre à tous et à toutes qu'on a quand même une certaine expérience. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à la première organisation de défense des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui a été créé par d'illustres personnalités universitaires, notamment la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai fait mes classes et j'y ai passé 10 ans à Boaké, depuis 1994 jusqu'en 2005. Et donc, on a une certaine expérience. Vous savez, la question des droits de l'homme rime avec le respect de l'état de droit. Si vous n'avez pas un état de droit, les droits de l'homme ne sont pas garantis, ne sont pas respectés. Si vous êtes dans une dictature, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, il n'y a pas de droits de l'homme. Même Juste si le nous mot sommes... dictature. Oui, oui, et aujourd'hui, c'est à cela que ça apparente ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Moi, je suis revenu d'exil. D'abord même, peut-être il faut dire à vos téléspectateurs pourquoi je vais en exil. Parce qu'en 2010, il s'est passé une crise grave en Côte d'Ivoire et j'ai défendu les institutions de la République, j'ai défendu la Constitution qui n'était pas abrogée. Et tant que la Constitution n'est pas abrogée, un certificateur de la communauté internationale ne peut pas imposer un président à la Côte d'Ivoire. Et j'ai écrit mon premier livre en disant que si on était dans cette situation, on aurait pu reprendre l'élection, faire un troisième tour. L'ONU aurait pu le faire. Ils ne nous ont pas entendus. Il y a eu finalement 3000 morts. Et parce que j'avais pris la position que j'ai prise, ça m'a valu dans l'an d'exil. J'ai passé 10 ans, on a manifesté à travers le monde pour que la communauté internationale, notamment la CPI, comprenne qu'on ne peut pas condamner le président Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle seul pendant que le camp en face n'était pas au rendez-vous. Finalement, le président a été acquitté avec Charles de Gaulle, mais aujourd'hui, on reste sur notre fin. Le camp Ouattara n'a jamais été poursuivi. Et on est rentré. Alors, je rentre d'exil le 9 juillet 2021. Immédiatement, je suis convoqué par le procureur chez un juge d'instruction. Et puis, on me cite un certain nombre de chefs d'accusation, terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, vol, casse des urnes pour quelqu'un qui était en exil. Et donc, depuis cette date-là, le 25 juillet 2021, je suis placé sous contrôle judiciaire. Mais jamais de procès pendant 4 ans, aucune enquête, rien du tout. Et chaque fois que je devais sortir du pays, il fallait que le juge m'autorise parce que j'ai de la famille en Italie. Et puis voici que M. Ouattara veut remplir pour un quatrième mandat. Alors là, nous avons fait. D'abord, je suis placé sous contrôle judiciaire et tout ça à cause de mon opposition au troisième mandat. Je dois le préciser parce que la crise post-électorale de 2010 est terminée, on est rentré. Le troisième mandat, un temps, on l'avait combattu et c'est pour cela que j'ai été placé sous contrôle judiciaire. Et aujourd'hui, on nous annonce encore un quatrième mandat. C'est toujours dans la continuité de la violation de la Constitution. Mais droits de l'homme et démocratie vont ensemble. Moi, je ne peux pas être un défenseur des droits de l'homme et puis accepter que quelqu'un viole la Constitution pour remplir un quatrième mandat. Et peu importe ce que ces juristes ont dit, d'ailleurs, ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient dit à tout le monde que M. Ouattara n'allait jamais faire un quatrième mandat. Bref, et c'est pour cela que le 13 juillet, et le 13 juin, autant pour moi, c'est le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire qui m'envoie un message de menace parce que nous avions fait une conférence de presse pour dénoncer l'annonce du quatrième mandat. Et donc, j'ai été interpellé par lui avec des menaces. Et puis, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il veut insinuer par le message qu'il m'envoie? Et une heure après, c'est le préfet de police d'Abidjan qui me téléphone pour me dire qu'il souhaiterait que je passe à ses bureaux. J'ai dit, est-ce que c'est une convocation? Parce que j'ai mon avocat, on n'a pas reçu de convocation. Il a dit qu'il voulait forcément me voir. Et un peu plus tard, donc à partir de cet instant, j'ai compris qu'il y avait pays à la demeure et j'ai essayé d'alerter un peu partout. Le même soir, le même jour, pardon, ils étaient à l'université de Boaké parce que j'ai dit au préfet que j'étais à Boaké pour mes enseignements à l'université et que je ne pouvais pas venir à son rendez-vous. On était vendredi, je préférais venir le lundi. Mais ça n'a pas raté. Les encagoulés, ils étaient en train de rôder devant l'université et de sources sûres, j'ai été informé. C'est comme cela que j'ai été exfiltré par des partenaires, des amis, pour qu'aujourd'hui je me retrouve aux États-Unis. Donc effectivement, le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est délétère. On veut faire tout, on veut faire taire toutes les voix qui critiquent le quatrième mandat parce que M. Ouattara veut remplir en force, il veut s'imposer. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà. Et j'ai dit. Merci Gervais Bogassako. Je me retourne vers Pulchérie Balé.
Vous avez entendu, Pulchérik Balé, les arguments du procureur Koné Braman Oumar contre les personnalités de l'opposition. Est-ce que ces accusations vous semblent crédibles? Est-ce que la méthodologie utilisée vous semble juste? Si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais souligner la gravité de la stratégie du pouvoir en place pour vraiment brimer les libertés. Déjà en 2019, le code pénal a été modifié. Pendant que la Constitution nous garantit dans son article 20 la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique, dans ce code pénal en 2019, on insère de nouveaux articles 196 à 199 qui soumettent les manifestations à autorisation. Et c'est ce qui est utilisé jusqu'aujourd'hui pour que les autorités administratives se permettent d'annuler ou de refuser des manifestations pacifiques. Ensuite, en 2020, on a eu l'épisode du 3e mandat. Je vais passer dessus parce que tout le monde sait ce que c'était. C'est d'ailleurs pour cela, pour avoir contesté cela, que nous, on a fait la prison pour la première fois. Mais ce qui est plus grave par rapport à la société civile, c'est que depuis 2019, l'Union européenne a financé l'élaboration d'une nouvelle loi pour la société civile et tous les acteurs de la société civile avaient été impliqués dans la conception de cette nouvelle loi. Et il y a eu plusieurs ateliers et séminaires. Après la Covid, le dernier atelier a eu lieu en septembre 2021. Et pendant que nous étions dans l'attente d'une proposition, d'un avant-projet de loi, à notre grande surprise, le 12 juin 2024, le président prend une ordonnance, soit dit-on pour organiser la société civile, mettant carrément de côté ce projet d'élaboration d'une nouvelle loi. Et dans cette ordonnance, ils ont écrit dans l'exposé des motifs qu'ils ont consulté la société civile. Quelle société civile? En tout cas, moi et plusieurs organisations de la société civile n'avons pas été associées. Et dans ce texte qui dit organiser la société civile, on n'a pas exposé sur les droits et devoirs de la société civile, mais il ressemble à un pénal bis qui nous réprime à tout point de vue. Je ne peux pas entrer dans tous les détails de peur de prendre trop de temps, mais cette ordonnance a été ratifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat et aujourd'hui c'est une loi. Elle a été utilisée pour dissoudre plusieurs organisations de la société civile et actuellement elle est utilisée pour nous empêcher d'avoir des relations avec les partis politiques alors que nous sommes tous des acteurs de l'espace démocratique. Donc nous sommes bâillonnés à cette nouvelle loi et c'est vraiment grave. En plus de cela, au-delà des intimidations, on assiste à des enlèvements répétitifs qui ne se justifient pas. Parce que si les forces de l'ordre connaissent le domicile de quelqu'un, le mieux serait d'aller servir une convocation au lieu de l'enlever, souvent même en menaçant les membres de sa famille. Après ces personnes-là, on n'a aucune idée de là où elles sont, même leurs avocats n'ont pas accès à elles. Et puis un matin, elles apparaissent au parquet ou à la préfecture de police pour dire qu'il y a une complicité des autorités judiciaires dans ces enlèvements. Donc ça crée une psychose. Maintenant, pour revenir à votre question, moi j'estime que les derniers événements qui se sont passés sur les violences de Yopougon, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre.
parce que avant ce jour du 1er août 2025, le phénomène des microbes existait déjà en Côte d'Ivoire. Ce sont des groupes de jeunes gens armés à l'arme blanche qui s'en prennent aux individus, en tout cas qui s'en prennent à tout le monde. Donc ça existait déjà. Et ceux qu'ils ont montrés dans les événements de Yopougon ressemblent à ces microbes. Maintenant, est-ce que les cadres de l'opposition sont vraiment impliqués dans ces faits? Bon, on nous a présenté des témoignages à la télévision. Reste à savoir si c'était des témoignages volontaires ou c'est des témoignages sous la contrainte. Toujours est-il que je ne dispose pas d'éléments pour en juger réellement, mais une chose est sûre, la justice est instrumentalisée en Côte d'Ivoire contre la société civile et contre l'opposition. Alors, je reviens vers vous, Gervais Bogassako. Vous avez vu aussi la justice qualifiée de justice spectacle qui a eu lieu pour finalement conduire à l'inculpation d'un certain nombre d'acteurs politiques de premier plan et les affubler du chef d'accusation infamant du terrorisme. Quel est le regard que vous portez sur tous les événements qui ont conduit à ce résultat? Cher ami Théophile, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour notre pays. Parce que l'état de droit repose sur une justice juste, équitable. Malheureusement, comme ma consoeur vient de le développer, la stratégie du pouvoir Ouattara, c'est vraiment d'instrumentaliser l'appareil judiciaire à tout point de vue. En prenant des lois liberticides, des lois bâillonnantes qui verrouillent les libertés, une société civile qui est contrôlée. La plupart de nos organisations ne sont pas financées. Et le pouvoir, dans cette loi, dans cette nouvelle loi sur la société civile, veut contrôler jusqu'au fait et gestes de la société civile. On dit que le ministre de l'Intérieur a un pouvoir de dissoudre des organisations. C'est du jamais vu. Que la Constitution nous donne des droits en l'article 20, et puis un ministre peut venir dissoudre une organisation. Mais c'est pas, je vous assure que c'est vraiment la stratégie utilisée par le pouvoir Ouattara. Verrouiller la justice. Et ce qui est très inquiétant, lorsque le procureur de la République, qui à la vérité ne doit pas être poursuivre uniquement qu'à charge, il a choisi son camp. Et tout ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il est un peu le bras judiciaire, le bras armé pratiquement du pouvoir d'Abidjan. Et c'est pour cela que peut-être qu'on en parlera, mais au niveau de la FIDOP, on pense qu'on a réfléchi, on a pris une décision, et tout à l'heure j'en parlerai. Mais c'est très inquiétant, le procureur poursuit à tout va. Je l'ai vu, pas seulement dans le communiqué qu'il a élaboré, mais en analysant les événements de Yopougon, la marche gigantesque qui a eu lieu le 9 août dernier. Le procureur dit qu'un certain nombre de propos ont été tenus et qu'il va visionner les vidéos pour poursuivre les gens, etc. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que, d'abord, on peut regarder les propos qui ont été tenus et puis l'exemple qu'il a donné, c'était le piètre exemple. Le pire des exemples à donner. On aurait traité notre président ivoirien de Mossi. Je ne vois même pas où elle insulte. Je ne vois même pas en quoi est-ce que si les Mossi par son père, est-ce que les Mossi, les Burkinabés se plaignent quand on le traite de Mossi, les Groussi, les Dagari, et dire à quelqu'un qu'il est Groussi, qu'il est Dagari, qu'il est Mossi, qu'il est Dida, comme moi, où est l'insulte? Où est la tête globalement, c'est peut-être parce qu'en raison de l'histoire récente et des accusations qui ont émergé sur l'affiliation d'Alassane Ouattara, bon, il y a une gêne et des amalgames qui sont faits, notamment avec une sorte de poussée xénophobe, d'autant plus que, bon, d'un point de vue ethnique, les Ouattara ne sont absolument pas des mots. Peut-être que c'est pour ça. Je ne vous apprends rien. Quand dans une foule, et puis bon, maintenant, je ne sais pas comment il va faire, parce que c'est toute une foule qui chantait pratiquement. Comment il va faire? Il va ramasser pratiquement le million de manifestants, là, les mettre en prison. Je vais même vous dire que
dans notre pays, il y a un ministre du gouvernement, un certain Sérédier, je crois que c'est, non, enfin, je ne sais pas, Sérédo, Hérédo. excusez-moi de parler plutôt de notre capitaine Sérédier, c'est un certain Sérédo qui a carrément, au cours d'un meeting, tensé un leader de politique, notamment M. Tidjane Thiam, pour ne pas le nommer. Le procureur, même s'il estime que le ministre est en fonction, il ne peut pas l'arrêter, mais au moins, il aurait pu sortir un communiqué. Ce sont ces deux poids, deux mesures-là qui font qu'on voit très clairement que nous sommes tous en danger. Et puis, il a cité l'exemple de M. Joël Nguessan. Mais on est tous en estimant que c'est un ministre, ancien ministre des droits de l'homme, du pouvoir, ancien porte-parole du pouvoir. Donc, l'ayant arrêté, il veut dire qu'il est objectif et dans les deux cas. Non, M. Joël Nguessan, là, et le RADP même l'a laissé faire parce qu'il est en disgrâce dans son régime. Parce que c'est un incontrôlé, c'est quelqu'un qui critique, quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'on brique les Ivoiriens. Il a fait seulement une remarque en estimant que quand qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, l'appareil judiciaire a sa part de responsabilité. Parce que des décisions de justice qui excluent M. Laurent Gbagbo, des décisions de justice qui excluent M. Tidjane Thiam, qui excluent M. Blé Goudé, qui excluent M. Guillaume Soro, en fait, le pouvoir utilise la justice pour atteindre ses objectifs. Et donc, nous, on ne peut pas accepter cela. C'est pour ça que je pense qu'il est bon que si la justice ivoirienne est verrouillée, peut-être qu'il faut qu'on passe à la justice internationale. Et là, nous sommes en train d'élaborer un projet. On va saisir le procureur de la République. Parce qu'il faut que le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, je ne le dis pas, celui de la Côte d'Ivoire. On est à une autre phase parce que si on y prend garde, mon cher Kouamouo, la Côte d'Ivoire est en train d'aller dangereusement dans la même situation de 2010. Et ça, je suis vraiment au regret de le dire, parce que là, tous les ingrédients sont là. Et si la communauté internationale ne se mobilise pas, après c'est elle qui va venir dire, oui, une poste électorale. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc le procureur sera saisi. Et nous avons vraiment élaboré la question, mais j'y reviendrai tantôt, si vous voulez. Alors, d'une certaine manière, la perception peut être floue. On a l'impression que le pouvoir ivoirien souffle le chaud et le froid parce qu'il a autorisé la marche du week-end dernier. Et ça a été diffusé mondialement, mais il envoie en même temps des signaux contradictoires. Comment analysez-vous ce jeu, Gervais Bogassako? Être assez fin pour voir que, est-ce que le pouvoir d'Abidjan avait le choix? Je pense que ce sont les organisateurs qui ont été futés et qui ont eu du tact. Parce que quand ils sont allés aux négociations, le pouvoir d'Abidjan a carrément annulé la manifestation. À la grande surprise de tous d'ailleurs, ils ont carrément annulé la manifestation. Et donc, l'opposition était un peu embêtée lorsqu'ils ont dit, bon, on va reporter au 9. Et à ce moment-là, ils ont informé, et la communauté nationale et internationale regardait le pouvoir. Parce que les arguments avaient été donnés, selon lesquels il y a l'indépendance, les policiers ne sont pas disponibles suffisamment pour encadrer la marche comme il se faudrait. Donc, voilà. Et donc, les organisateurs disent, on remet au 9. Vous imaginez si au 9 encore, ça avait été annulé, mais vous allez voir que, parce que je dis toujours que lorsque vous empêchez le peuple de jouir de ses libertés, de jouir de ses droits, vous le poussez à agir hors la loi, à devenir hors la loi. Et je pense que le pouvoir a bien compris. M. Ouattara a bien compris. Et là, vous avez vu, les gens étaient agacés. Moi, je n'ai pas vu, à part les manifestations que M. Charles Blé Goudé à l'époque organisait sur la place de la République, je n'avais jamais vu autant de personnes dans une rue manifestant pour leur liberté, pour les droits de l'homme, pour la démocratie dans leur pays. Et donc, je pense que le pouvoir a reculé. Et maintenant, ils utilisent, et c'est pour ça qu'ils envoient maintenant le procureur pour casser la ferveur générale, pour que peut-être que les gens aient peur pour une autre manifestation. Mais ils doivent déchanter. Parce que ce qui a commencé là, je pense que les Ivoiriens sont dans une certaine logique. Si on vous suit, il y a de fortes chances que la marche de dimanche prochain, la marche du 16, la marche du week-end prochain, pardon, de samedi prochain, que cette marche soit interdite. Ah non, il n'y a pas de marche. C'est une manifestation, pardon, c'est une manifestation. Oui. Non, c'est un rassemblement et je pense que ça avait été déjà validé parce que si le PPACI a donné la date, ça veut dire que c'était une date qui avait été déjà retenue. Je pense qu'il faut faire quand même la différence entre marche et puis meeting. Et ce serait quand même compliqué qu'on interdise un meeting dans un endroit clos qui s'appelle la place Figayo du Yopougon.
Et ça, c'est vraiment, il n'y aurait pas d'argument. Par contre, la marche, on a pu les comprendre parce qu'on estime que marcher sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, depuis Makori jusqu'à la place de la République, et puis bon, selon eux, la place de la République n'est pas loin de la présidence de la République, l'un dans l'autre. Bon, et puis surtout, il y avait l'indépendance. Donc je pense que les organisateurs ont eu raison de suspendre les manifestations, mais pour le 16, je pense que ça c'est autre chose. Et chaque fois qu'ils nous auront ces attitudes, j'allais dire, de vouloir brimer, de vouloir interdire, mais ils vont toujours alimenter les populations ivoiriennes, parce qu'il n'y a même pas que les politiques. Le mouvement trop c'est trop là. Moi-même je fais partie du mouvement trop c'est trop. Parce que j'estime que trop c'est trop. Il y a eu trop de violations de la Constitution, en même temps qui conduisent à des morts. Et moi je préfère être alarmiste. Je préfère parler maintenant pour éviter, en tout cas, qu'il y ait un seul mort en Côte d'Ivoire encore une fois. Et donc on est dans ce combat-là, et j'espère que le pouvoir d'Abidjan va comprendre. Pulchérik Baldé, qu'est-ce qu'on peut attendre des jours et des semaines à venir selon vous? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain, un terrain qui est compliqué aujourd'hui, où vous prenez beaucoup de précautions en termes de sécurité? Qu'est-ce que vous pressentez? Pulchérik Baldé? Pulchérik Baldé, manifestement déconnecté, nous n'aurons pas son mot de la fin, bien entendu. Un communiqué du procureur sur les violences du 1er août à Yopougon est tombé. 11 personnes, dont 2 personnalités politiques, ont été déférées pour actes terroristes et complots contre l'État. Les précisions avec Salif Yalekwe dans cet élément. Ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite, Koné Boubacar, tous cadres du PPSI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, de même que 9 autres personnes ont été déférées ce lundi à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan pour une information judiciaire. Selon un communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance, ces actions font suite à des événements enregistrés le vendredi 1er août dernier dans la commune de Yopougon, avec à la clé l'incident d'un autobus de la Sotra et la destruction d'un véhicule de police. Au cours des différentes auditions, ceux-ci ont cité M. Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense, et Koné Boubacar, ambassadeur à la retraite, comme étant les instigateurs de ces violences. Le PPSI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, dément toujours être à l'origine de ces violences. Ce sont des témoignages qui ont été extorqués. Les premiers camarades détenus n'ont jamais eu l'assistance de l'avocat. Nous n'avons jamais connu leur destination. Nous pensons que c'est une manière, c'est une procédure, une opération qui est mise en route pour décapiter le parti, pour intimider le parti, pour humilier le parti aussi, pour ne pas que nos revendications que nous voulons mener, nos revendications aboutissent. Procédure normale ou instrumentalisation de la justice? Comment analyser la société civile en ce moment? Pour répondre à ces questions, vous sollicitez Pulchérik Baldé, activiste de la société civile, présidente de la plateforme alternative citoyenne ivoirienne. Et bonjour Pulchérik Baldé. Bonjour Monsieur Kwamo. Alors j'aimerais qu'on commence par évoquer la mésaventure qui vous est arrivée. Vous avez en effet vu votre portail à Abidjan tagué et le signal était plutôt porteur de menaces. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, le lundi 11 août, nous avons constaté vers 13 h une inscription au charbon sur la face extérieure de mon petit portail. Et donc, sur l'inscription était écrit « Ici vit Pulchérik Baldé ». Et au-dessus, il y avait un dessin de 2 flèches qui se croisent avec le terme « Chété ». Chez nous ici, ça renvoie à un groupe qui se bat avec des machettes, donc à l'arme blanche. Voilà. Et donc, quand j'ai constaté cela, je me suis rendue à la police pour porter plainte contre X et ma plainte n'a pas été reçue à la police. Pourquoi la police a refusé? Oui, la police a refusé de recevoir ma plainte. Elle m'a dirigée vers le procureur, prétextant que c'est une affaire civile. C'est une affaire civile? Oui. Alors, justement, c'est un signal envoyé par la police elle-même qui est préoccupant.
Oui, c'est quand même étonnant parce que c'est tout sauf une affaire civile. Il s'agit de menaces sur ma vie et celle de ma famille. Donc, bon. Ok, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de signaux, de menaces couvertes, en tout cas de menaces envoyées de manière assez subtile, enfin, plus ou moins subtile on va dire, par le passé? Oui, déjà tous les jours sur les réseaux, je reçois des injures, je reçois des menaces de tout genre. Mais en 2024, une fois, il y a des personnes à moto qui se sont arrêtées au niveau de mon garde de corps pour lui dire ta patronne et toi, vous allez mourir. Et la moto a démarré. Il a réussi à retenir la couleur et l'immatriculation de la plaque. J'ai porté plainte auprès du procureur. Il n'y a pas eu de suite jusqu'aujourd'hui. Alors, quel est le regard général que les défenseurs des droits humains portent aujourd'hui sur la situation qui règne en Côte d'Ivoire? Parce que ce type de menaces ne sont pas très bien prises en compte au niveau international. Et on a l'impression, en regardant les images du 9 août, que bon, il y a une certaine vivacité démocratique que le pouvoir laisse s'exprimer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces milieux de défenseurs des droits humains, de militants de la société civile? Quel état d'esprit? Bon, nous sommes inquiets, d'autant plus que nous ne sommes pas nombreux à dénoncer de façon ouverte toutes les dérives du pouvoir. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les défenseurs des droits humains en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui sont très proches du parti au pouvoir, qui estiment que tout ce qui se passe est normal, et il y a nous qui dénonçons toutes ces dérives et qui sommes menacés et qui n'avons pas d'autre recours que d'aller à Amnesty International et puis sur les réseaux pour exprimer ce qu'on subit. Donc Alors, nous sommes très inquiets. Vous dites que d'une certaine manière, on voudrait vous pousser à l'exil, Chéri Balé. Si, je pense que si, puisque au mois de juin, pour la première fois, on a accepté de m'autoriser à sortir du pays parce que je suis sous contrôle judiciaire depuis 2022 que je suis sortie de prison pour la seconde fois. Chaque fois que j'ai introduit une demande pour sortir du pays, je n'ai jamais reçu de réponse. Et donc, bizarrement, en juin, on m'a accordé de sortir du pays, mais je suis allée faire ce que j'avais à faire et je suis revenue. Donc, peut-être qu'on veut me pousser à l'exil. Mais justement, en fait, vous êtes défenseur des droits humains, vous ne faites pas de la politique électorale et vous avez été l'objet de plusieurs emprisonnements, de plusieurs brimades. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que la société civile, au-delà de la société politique, dérange le pouvoir d'Alassane Ouattara? Oui, parce que les gens ne comprennent même pas le rôle de la société civile. Quand vous êtes dans la société civile engagée et donc que vous faites le contrôle citoyen de l'action publique, tout de suite, on vous voit en opposant ou en personne manipulée par l'opposition au lieu d'analyser les arguments que vous avancez dans vos contestations. Et ça, c'est vraiment très grave parce que même il y a des organisations de la société civile se prétendant organisations des droits de l'homme qui ne savent même pas cet aspect du rôle de la société civile et qui entrent aussi dans ce discours. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de solidarité entre les organisations des droits de l'homme et il y a une méconnaissance profonde du rôle de la société civile. Alors, Gervais Bogassako, je me tourne